Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Stellantis a sorti ses résultats financiers ici pour le premier semestre. Donc, on va essayer de lire cet article ici. On va commenter cet article, ok? Donc, moi, je passe par le raccourci de l'article ici, tout simplement parce que, voilà, je pense que c'est plus rapide ici pour nous, d'accord? Donc, normalement, quand vous devez faire quand une entreprise sort ses rapports, présente ses rapports financiers ici pour que ce soit le premier trimestre, premier semestre, etc., vous lisez les rapports financiers, à savoir qu'est-ce que vous devez rechercher, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état d'endettement. Voilà les informations qu'on recherche généralement. Également, écoutez le conference call. Donc, il pourra avoir des informations que vous recherchez ici en supplément. Par exemple, les analystes peuvent poser des bonnes questions ici que vous n'avez peut-être pas vues dans les rapports financiers ici. Donc, quelque chose qui vous a peut-être échappé. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir. Par exemple, quand vous allez voir du Verizon, ce qui m'intéresse, c'est de voir à peu près comment est-ce qu'ils vont répondre aux questions concernant ici les, le, le, les câbles ici contenant du plomb. D'accord. Donc, personnellement, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé la réponse du management. De toute façon, je reviendrai dessus sur une vidéo dans le futur. Bref, concernant Stellantis, vous savez que rapport financier, conférence call. Donc, on va commenter cet article-ci. D'accord. Vous savez que sur Stellantis, on a déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet-ci. C'est une entreprise que j'aime bien, même si elle n'avance pas rapidement, etc. Je vous avais dit la dernière fois que ça sert à quoi. Une entreprise vous distribue à peu près plus de 5% de dividendes ici, rapporte énormément d'argent, n'a pas de dette ici. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et on vous paye pendant que vous êtes payé à attendre. C'est pas si mal que ça. Et quand je parle même de 5%, je suis assez gentil. Je sais que c'est normalement supérieur à ça. Je pense même qu'elle a frôlé parfois les 10% si je ne me trompe pas. Bref, on n'est pas là pour parler de dividendes. On veut parler en même temps du business. Est-ce qu'il se porte bien? So, Stellantis a affiché de nouveaux résultats records au premier semestre grâce à la hausse de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord et au maintien de tarifs élevés. Donc, tarifs élevés ici, c'est-à-dire qu'on a un effet prix présentement. Est-ce qu'on va avoir tendance à baisser les prix? C'est la question que je me pose. Ou bien on va les maintenir à ces niveaux-là. OK? Donc, mais prévenu qu'il lui faudra accélérer ses économies dans un environnement de marché plus concurrentiel sur les prix. Donc, c'est-à-dire que les prix actuels, les marges actuelles auront tendance à se compresser parce que l'environnement est de plus en plus concurrentiel. Tesla baisse ses prix, par exemple, parce que Tesla, en fait, comme je l'ai dit tantôt, le but ici de Tesla est d'avoir le maximum de voitures sur la route. OK? Donc, ça lui permettra ici d'avoir le maximum de data, ce qui lui permettra de vendre ici ses différents logiciels. OK? Que ce soit la conduite assistée, etc. Et c'est ça vraiment sa force, en fait, parce que Tesla, c'est pas un vendeur de voitures. Enfin, il est considéré comme un vendeur de voitures ici aujourd'hui, mais derrière, il y a un segment logiciel ici qui pourra avoir des marges bien plus élevées que ça. Ok, donc c'est un peu comme une stratégie Razor Blade. Est-ce que Stellantis a la même chose? Je ne sais pas. D'accord, je n'ai jamais lu sur Stellantis ici. D'accord, mais posez-vous la question de savoir si Stellantis est un vendeur de voitures simple ou bien également on a une division software. Il me semble qu'on a une division software ici, mais voilà. Est-ce que ça rapporte quelque chose ou quoi que ce soit? À quoi ça consiste exactement? Donc, le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, donc Fiat Chrysler, a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 88,4 milliards d'euros, plus 12%, d'un bénéfice opérationnel ajusté de 14,1 milliards et d'un bénéfice net de 10,9 milliards sur les 6 premiers mois de l'année. Les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre d'affaires de 96,8 et un bénéfice opérationnel de 12,1. Rien n'a dit dans les principaux chiffres de Stellantis, des résultats très vigoureux à travers l'ensemble des régions, commente Philippe Houchois, analyste chez Jefferies. L'action du groupe, bah, ça on s'en fout, l'action du groupe prenait 1,75% ici à 12 heures. En revanche, la marge opérationnelle ajustée du troisième constructeur mondial par le chiffre d'affaires, attention, troisième constructeur par le chiffre d'affaires, parce qu'on peut avoir un premier constructeur par les bénéfices ou bien un premier constructeur par, c'est pas moi, le volume de vente, etc. Donc, troisième constructeur mondial par le chiffre d'affaires. Et toujours l'un des plus rentables de l'industrie automobile, c'est assez de 14,4% contre 14,5% un an plus tôt. Bon, techniquement, c'est presque rien, c'est des broutilles. D'accord? Donc, c'est correct. Interrogé sur cette évolution, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a répondu que cette mesure de l'efficacité globale, Carlos Tavares a répondu que cette mesure de l'efficacité globale du groupe restait significativement supérieure à celle affichée par Tesla et General Motors sur la période.
Donc, il sera intéressant de voir où nous nous situerons dans le classement quand nous atteindrons le week-end. Donc, le week-end en attendant les résultats financiers des autres entités. A-t-il ajouté, faisant référence aux nombreuses autres publications de résultats de constructeurs programmés sur la semaine. Encore une fois, ici, l'essentiel est de maintenir ces niveaux-là à long terme. OK, ça c'est juste une mesure ponctuelle, donc je dirais même que expliquer mais la variation de 0,1% ici, c'est une perte de temps. OK, nous on veut voir à peu près ici, est-ce qu'elle pourra maintenir ces niveaux-là à long terme? C'est ce qui est intéressant ici. OK, lors d'une autre téléconférence de presse, Carlos Tavares a expliqué la baisse de la profitabilité de Tesla par le fait que le groupe californien entrait dans le monde réel de la fabrication industrielle et de la concurrence. Oui, c'est vrai. Tesla a baissé ses prix parce que voilà, comme je le disais tantôt, le but est de vendre, d'accord? Le but est d'augmenter les volumes, ok? Donc, à la fin de la journée, Tesla a un autre, comment on dit ça? A une autre carte à jouer, à savoir celle du software, d'accord? Et je pense que sur cet élément-là, l'entreprise pourra avoir des marges bien plus élevées que ça. Donc, le fait que le fait qu'il justifie que Tesla est rentré dans le domaine de la concurrence, profitabilité, machin, c'est quand même discutable parce qu'on voit que c'est deux entités différentes. Et je ne suis pas un fan de Tesla, d'accord? Mais je vous ai dit, c'est deux entités totalement différentes, en tout cas à première vue. Ils sont en train d'entrer dans mon monde, le monde des prix serrés, de la concurrence sur les coûts et aussi des problèmes opérationnels auxquels une grande entreprise comme la nôtre peut se retrouver confrontée. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle n'a pas le choix que de baisser les prix parce que les autres baissent les prix. Et le consommateur ici, le consommateur ici, il a la recherche ici de la voiture la moins chère possible tout en recherchant l'efficacité également. Okay? Donc, c'est vrai également que du point de vue ici, baisse des coûts ou bien, comment on appelle ça, efficacité opérationnelle, les usines de Tesla ici sont peut-être à la pointe de la technologie en date d'aujourd'hui, mais dites-vous que les autres entreprises vont avoir tendance à copier, si ça marche surtout. Je pense que c'est le PDG de Ford qui avait déclaré ici que quand il a vu comment ça fonctionnait chez Tesla, il s'est dit que nous aussi on va faire la même chose. Donc c'est un environnement concurrentiel. Nous sommes des très peu d'entreprises sont des price makers ici, donc à savoir que très peu d'entreprises peuvent se permettre le luxe ici de fixer le prix et en se croisant les bras tranquillement. Donc Mercedes, BMW, dans une certaine mesure, Mercedes et BMW peuvent fixer leur prix. Et également, très rare, dépendamment dans Tesla, très peu, ça dépend des modèles. Au niveau de, au niveau de Tesla ici, bon, voilà, je pense que Tesla également, est-ce qu'ils ont la capacité de fixer leur prix? Je ne pense pas que ce soit un objectif pour eux ici aujourd'hui. D'accord? Donc, on le verra peut-être dans le film. Ils ont également plusieurs gammes ici. On peut voir que Tesla privilégie ici les voitures grand public. OK? Elle n'est pas dans le haut de gamme, un peu comme Mercedes ou bien la compagnie qu'on appelle, comment on appelle encore ça? BMW. On continue. On dit ici que la marge opérationnelle du groupe en Amérique du Nord, sa région la plus profitable, a également reculé de 60 points de base, dont 0,6%, 60 points de base à 17,5%, mais Stellantis a confirmé sa prévision d'une marge globale à 2 chiffres sur l'ensemble 2023. La nouvelle directrice financière Nathalie Knight, qui a pris ses fonctions ce mois-ci, a souligné que la capacité tarifaire du groupe restait le principal moteur pour ses résultats. Donc, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'augmenter les prix. Et je vous rappelle que Tesla est verticalement intégré. C'est-à-dire que Tesla est son propre concessionnaire, ce qui veut dire que Tesla a des économies de coûts sur toute la ligne. Donc, quand elle baisse ses prix ici, ça ne veut pas dire qu'elle aura les mêmes marges qu'une entreprise. Si, par exemple, Stellantis vendait ses voitures au même niveau, en moyenne au même niveau que le prix moyen des Tesla en date d'aujourd'hui, dans l'ensemble de son catalogue ici, je pense qu'elle aurait des marges moins élevées que Tesla. Je pense bien. Tout simplement parce que la structure de distribution est différente, d'accord? Elle a besoin ici, elle s'appuie essentiellement ici sur les concessionnaires pour pouvoir écouler ses stocks. Et généralement ici, si vous appuyez sur les concessionnaires, il va falloir laisser un tout petit peu de marge sur la route, ok? Encore une fois, vous voyez à peu près la différence, c'est la différence entre ces deux entités-là. Donc, on continue ici. Nous avons passé diverses hausses de prix et le groupe a très bien réussi à les maintenir tout en étudiant où des hausses additionnelles étaient appropriées au premier semestre. Ok, moi j'aime bien cette information-là, donc on peut augmenter les prix ici et on voit même qu'on a encore une possibilité de le faire dépendamment des modèles, sur d'autres segments, sur d'autres modèles d'activité, sur d'autres modèles de véhicules ici. Je pense également que je pense qu'ils pensent
Je pense que les camions qui se vendent très bien, pas les camions que vous pouvez imaginer, sont des 4x4 généralement ici, voilà, un peu, je pense que pour eux, c'est quoi? Ce sont les Ram, ça se vend très très bien aux États-Unis. Très très bien. Il suffit juste, même au Canada, il suffit juste de traverser la rue, vous allez voir, vous allez au moins en croiser une dizaine chaque jour. Même voilà, sur une petite distance, vous pouvez vous trouver énormément de rames ici. C'est très populaire, surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine de la construction ou dans le secteur manufacturier. C'est très, très populaire. Et c'est vraiment imposant ce genre de véhicule-là. Bon, en termes d'économie d'énergie, je ne sais pas, mais bon, je sais qu'il y a des voitures électriques également dans ce domaine-là. Donc, on continue ici. La stratégie de Carlos Tavares allie accent sur les marchés et les modèles les plus rentables et chasse permanente au coût. Donc, c'est un cost killer. Ah bah oui, on a besoin d'un cost killer dans ce genre d'industrie-là. Donc, quand vous voulez investir dans le segment ici de l'automobile, faites attention. Regardez généralement si le PDG que vous avez actuellement est quelqu'un qui est très, très focus sur les coûts de production. D'accord? Et qui a également une vision à long terme. C'est très important. Donc, je sais que l'ancien PDG de Fiat Chrysler était très bon dans ce domaine-là. Donc, ne me parlez pas de Carlos Ghosn, je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais regardé. En tout cas, il avait une bonne réputation en termes de baisse des coûts. Il a regressé quand même plusieurs entités. Donc, il n'était pas si nul que ça, malgré tout ce qu'on a pu dire à côté. C'est quand même quelqu'un de respecté dans ce domaine de l'automobile, là. D'accord? Maintenant, pour le reste ici, voilà, ça c'est autre chose. Cette politique a permis à Stellantis de ramener 33% à 33% son point mort au premier semestre contre moins de 40% l'an dernier et un objectif stratégique moyen à moins de 50% a poursuivi le directeur général au cours de la téléconférence de presse. Cela signifie que le groupe continue de gagner de l'argent même si les ventes chutent des 2 tiers en moyenne. Attendez un peu, c'est quoi ça? Cela signifie que le groupe continue de gagner de l'argent, même si ses ventes chutent des 2 tiers. Un moyen de le protéger des aléas externes, a ajouté le directeur général. OK. Donc, c'est-à-dire que, dépendamment, même si les prix chutent ici, on a la possibilité de maintenir ici l'entreprise fonctionnelle. Pas besoin de couper des coûts supplémentaires ici ou quoi que ce soit. Donc, encore, il faut aller bien vérifier le terme point mort ici dans les rapports financiers de Stellantis. Mais si le marché est plus compétitif en termes de prix, nous devons travailler plus dur sur les réductions des coûts afin de garantir que nous rendions au marché l'espace de respiration dont il a besoin tout en protégeant nos marges unitaires, a-t-il aussi prévenu. Sachez qu'on peut on peut pas couper les coûts jusqu'à l'os quand même. D'accord? À un moment donné, ça a un impact à long terme. Donc, il faut faire attention ici avec la réduction des coûts. À un moment donné, on ne peut pas baisser les prix plus bas. Il y a un moment donné, on ne peut plus baisser les prix. D'accord? On ne peut plus baisser les coûts de production. Donc, peut-être que ça va passer par l'automatisation, etc. Tant mieux, ils ont le cash pour le faire. Mais moi, j'ai souvent préférence ici pour les entités qui parlent en termes d'augmentation des prix ou bien de fixation des prix ici. Donc, vous voyez que c'est un environnement purement excellent, un environnement très, très concurrentiel. Et ces entreprises-là ont gagné beaucoup d'argent la période précédente. Donc, en réduisant la disponibilité des véhicules, les pénuries de semi-conducteurs et les engorgements logistiques ont contribué jusqu'ici à soutenir les prix des véhicules, conjugués aux hausses de tarifs liées à l'électrification. Mais l'industrie se prépare maintenant à une pression sur les prix des véhicules électrifiés dans le sillage des coupes effectuées par Tesla à partir de janvier et de l'offensive des marques chinoises. Parce que les Chinois, là, dites-vous que ils sont très, 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 très compétitifs dans ce domaine-là. Les Japonais également ne dorment pas. Donc, c'est un environnement très concurrentiel. Comme je le dis toujours ici, privilégier la compagnie qui rapporte le plus, la compagnie qui a le bilan financier le plus solide et un dirigeant assez consciencieux qui a une vision à long terme. Donc, comme moi je dis ici, s'il fallait choisir entre Tesla et Stellantis à long terme, malheureusement, j'aurais préféré Tesla. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais acheté Tesla à ce prix-ci. Non, pas du tout. En termes de business model, en fait, le business model de Tesla me parle. Parce qu'ici, le segment véhicule, je sais que c'est une option pour avoir des marges supplémentaires sur un autre segment d'activité. Et c'est ça qui me plaît. Donc maintenant, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que Stellantis veut faire la même chose? Point d'interrogation. Donc, le combat contre les constructeurs chinois va être d'une extrême brutalité, a averti le directeur général de Stellantis, cette fois sur France Inter.
Nous avons de nombreuses manières de les combattre, à commencer par notre technologie. La deuxième chose, c'est de ne pas être dogmatique. Si nous avons affaire face à des constructeurs qui ont un avantage de plus de 25% sur les coûts, une des manières de lutter contre leur invasion, c'est d'utiliser les mêmes armes qu'eux, c'est-à-dire ne pas hésiter à utiliser des partenariats stratégiques, notamment pour les approvisionnements en matières premières et en semi-conducteurs. Donc, voilà à peu près l'article ici, il est assez long. On a à peu près certaines informations. Ce que moi je peux retenir ici, c'est que la guerre des prix ne fait que commencer. Ok, la guerre des prix ne fait que commencer. Tout le monde est en train d'affûter, tout le monde est en train de se préparer. Et Stellantis est prête à livrer bataille. C'est pas un genre d'industrie que moi j'aime. Personnellement ici, quand je prends du Stellantis par exemple, c'est généralement uniquement parce que l'entreprise est solide financièrement. Donc elle rapporte beaucoup d'argent pour le moment. Et en période difficile, elle a les capacités de rapporter un tout petit peu d'argent. On va le dire comme ça. D'accord? Donc, elle a également une vision à long terme. Donc, aujourd'hui, tout le cash qu'elle gagne, elle va à peu près le garder dans les bilans ici, afin de pouvoir se protéger à long terme. Moi, j'aime bien ça, en fait. Donc, même Stellantis au prix actuel, voilà, je continue à penser que nous avons des niveaux assez intéressants ici. Mais maintenant, en termes de prévision, il faut être prudent. OK? C'est un business qui est très peu prévisible. Ah oui, les ventes automobiles sont très, très imprévisibles ici. Donc, même si les analyses sont à peu près optimistes, on va le voir ici, on s'attend même à une légère diminution ici d'ici 2023. Vous voyez, on s'attend à une légère diminution. Donc, vous voyez ici qu'à long terme, si on est à 3,60 €, on a 3,75 €. Moi, ça ne me dérange pas. 3,75 €, du moment où on a une dizaine de milliards ici, on est à peu près à 16 milliards en date d'aujourd'hui. Là, on s'atteint, je pense qu'ils ont fait 10 milliards au premier semestre. Donc, c'est-à-dire que si on prend les deux ici, ça peut faire à peu près, on peut monter à 20 milliards pour cette année-ci. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que l'entreprise reste puisse au moins être rentable et solide financièrement. Maintenant, le fait que le prix baisse, diminue, etc., c'est pas mon problème. Pas que ce n'est pas mon problème, mais voilà, je dirais ici que même si je paye un multiple de 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2027, attention, nous sommes en 2027, moins élevé que ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on est toujours à 37,50. Et ça prend en considération ici un environnement concurrentiel de plus en plus rude. D'accord? Donc je ne surpaye pas. Et encore, on est à peu près on se retrouve encore à un prix qui est 2 fois moins élevé que ça. Si on regarde encore les actifs tangibles net par action, peut-être qu'on sera à peu près quelle est la valeur de ces actifs tangibles net par action ici? Et les actifs tangibles les actifs de l'entreprise sont essentiellement ici en cash. Donc on a ici, on a quelque chose en tout de 6,76 € en termes de protection. C'est déjà une bonne chose. Donc pour moi, je pense que ce sont de bons résultats, mais également Stellantis est prête pour livrer bataille ici. Ok, moi, j'aime bien le PDG de Stellantis. Il n'a pas peur de donner la bonne information ici. Et c'est ce que vous devez rechercher dans le secteur automobile. Il faut qu'on vous dise la vérité en face. Maintenant, celui qui veut investir sur Stellantis, c'est parce qu'il compte sur ce dividende-ci. Et ce dividende-ci, quand on le regarde ici, voilà, par rapport au bénéfice net en 2027, ici, on s'attend à une dizaine de milliards. Or, le dividende ici ne représente que, voilà, moins de 5 milliards ici. Donc, si on paye juste ce dividende-là année après année, vous avez déjà vos 7,95% chaque année tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? OK? Moi, je pense que Stellantis en date d'aujourd'hui, voilà, le prix est toujours assez intéressant. Je ne sais pas à combien elle cote aujourd'hui. On pourrait aller voir ça d'ailleurs. Elle cote à combien aujourd'hui? On est à 17 €. Le prix est toujours assez intéressant ici. Mais comme je dis ici, vraiment, c'est uniquement parce qu'il y a ce dividende-là, d'accord? Et je sais également que la compétition sera rude, mais elle est sous-évaluée. Elle reste sous-évaluée. Si restez prudent, ne vous attendez pas 15 fois les bénéfices, etc. Moi, je vous dirais, évaluez toujours cette compagnie-là à 10 fois les bénéfices. Demandez-lui d'avoir un bilan assez solide ici et un dirigeant assez consciencieux. Pour le moment, elle a tout ça. Donc, on va à peu près continuer à observer la compagnie. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Je rappelle une chose, dans le service Top Premium, vous n'avez pas l'obligation d'acheter la formation ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. On a le service Top Premium. Quand vous vous abonnez au service Top Premium, en fait, vous pouvez choisir de prendre la formation ou pas. D'accord? Donc, ça vous donne juste droit au discount. Point barre. Et rien d'autre. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Stellantis reste toujours intéressante au prix actuel. Voilà, je suis assez confiant pour le futur. En tout cas, par rapport à ce que j'ai lu ici, voilà, il n'y a pas, mis à part la guerre des prix qui arrive, ça ne m'inquiète pas plus que ça, d'accord? Parce que le prix est tellement bas que même en guerre des prix, on est toujours assez correct. Donc, dites-vous ici que vous avez du Stellantis en date d'aujourd'hui. Quand vous allez lire les rapports financiers, il faut passer par ça, il faut lire tout ça, d'accord? C'est important. Et écoutez le conference call, d'accord? À bientôt.